Ok, rebonjour. Donc on attaque la régression logistique, donc deuxième partie des slides. Donc je vais juste repartager les slides avec vous et on va pouvoir continuer. Donc on avait vu la dernière fois la loi binomiale et la loi multinomiale. Là, ce qu'on va faire, c'est donc l'idée était de dire que mes observations sont toutes homogènes. Donc j'ai n observations qui sont toutes homogènes avec la même loi, le même paramètre. Ok. Euh, et là, on va se dire qu'éventuellement, mes observations n'ont pas exactement les mêmes paramètres. Donc, on va avoir des P qui vont dépendre de mes I. Donc, c'est ça qu'on va voir à partir de maintenant. OK. Donc, on avait vu les modèles de régression. Donc, dans les modèles de régression, ce qu'on disait, c'était que l'espérance de Y conditionnellement aux variables explicatives, c'était une combinaison linéaire des variables explicatives. Et c'était une hypothèse qui avait beaucoup de sens parce que, encore une fois, si vous revenez dans le modèle du vecteur gaussien, dès qu'on a un vecteur gaussien, en fait, la loi conditionnelle d'une composante par rapport aux autres, c'est encore une loi normale, dont la moyenne, c'est une combinaison linéaire des autres composantes, et dont la variance est constante, et en plus, elle est plus petite que celle qu'on avait sans conditionnement. Donc, en regardant uniquement la loi marginale. Donc, en fait, cette combinaison linéaire des variables explicatives, elle avait beaucoup de sens. C'est juste que là, ça ne marche pas. C'est que si jamais je m'intéresse à une variable de Bernoulli, donc j'ai mon pays qui est ma probabilité que y soit égal à 1, euh, donc, que j'interprète comme étant une espérance. Encore une fois, ce qu'on fera, c'est des modèles sur les espérances, mais là, je peux le voir comme étant une probabilité. Comme c'est une probabilité, c'est forcément dans 0. Et avoir un modèle linéaire, ça ne marchera pas parce qu'on va prévoir des choses négatives ou des choses plus grandes que 1. Donc, on n'est pas très satisfait. Donc, une idée assez naturelle, c'est de se dire, mais peut-être que c'est juste que je paramétrise mal mon modèle. Peut-être que travailler sur une proba, c'est pas très intéressant parce qu'une proba, c'est trop contraignant, c'est forcément de 0,1. Donc, en fait, on a une grandeur qui peut être intéressante, c'est la cote. La notion de odds, qui est la probabilité de valeur 1 sur la probabilité de valeur 0, donc qui est tout simplement P sur 1 moins P. Okay. Et ça, l'avantage, c'est qu'on n'est plus dans 0,1, c'est qu'on est juste sur R+. Donc on a déjà gagné pas mal. Et encore plus intéressant, si jamais je prends le logarithme de cette grandeur-là, donc le log de la cote, donc on verra apparaître ce qu'on va appeler une transformation logit, qui nous fera penser à la loi logistique par la suite. Dans ces cas-là, on peut dire que la transformation logit de ma probabilité, donc qui est tout simplement le logarithme de PI sur 1 moins PI, ça pourrait être égal à cette combinaison linéaire des variables explicatives. C'est un modèle qui a du sens, en tout cas d'un point de vue mathématique, puisque le logit de PI, c'est une variable, enfin c'est une grandeur qui est à valeur dans R, donc ça peut être égal à moins 0,7 ou alors à 1,8. Okay. Et ça, c'est quelque chose que je peux atteindre avec cette combinaison linéaire des variables explicatives. Donc l'idée assez naturelle, c'est de se dire, je vais prendre ce modèle-là qui me dit que mon pays, donc je vais inverser ma fonction logistique, donc je vais obtenir ce logit moins 1, c'est que mon pays, c'est tout simplement l'exponentielle de ma combinaison linéaire divisé par 1 plus l'exponentielle de ma combinaison linéaire. Pardon. Ok, donc ça, c'est le modèle, ce qu'on va appeler le modèle logistique, qui consiste juste à avoir cette écriture-là pour mon paramètre P qui va dépendre de mes variables explicatives. Okay. Donc, on a un modèle paramétrique, toujours la même question, comment je fais pour estimer mon paramètre? Mon paramètre ici, c'est quoi? C'est le paramètre bêta. D'accord? Donc, on vient de voir que j'écrivais ma probabilité comme cette fonction de ma combinaison linéaire des variables explicatives. Okay. Donc, quand on a un modèle paramétrique, dans ces cas, on écrit la vraisemblance. Donc, c'est juste reprendre la vraisemblance qu'on avait eue. Donc, ça, c'était ma probabilité P. Ici, j'ai ma probabilité 1 moins P. Okay, c'est juste que là, j'autorise mes P à être différents. Donc, je vais avoir des PI qui vont dépendre des mêmes paramètres qui sont ces paramètres bêta. Donc, mon équation de log, ma log vraisemblance va s'écrire sous cette forme-là. Donc, cette somme des YI log des PI plus 1 moins YI, le log des 1 moins PI. Donc là, on a une fonction qui va dépendre de bêta. Dans ces cas, si je cherche les valeurs de bêta qui maximisent ma vraisemblance, je calcule mes conditions du premier ordre, donc je dérive cette log vraisemblance. Okay, donc les calculs ne sont pas trop compliqués. D'accord? Essentiellement parce qu'en fait, j'ai une forme très simple, donc on voit apparaître ces dérivés de mes probabilités par rapport à mes coefficients, okay, mais que je peux écrire de manière très simple, puisqu'en fait, mes probabilités, encore une fois, c'est juste cette exponentielle de ma combinaison linéaire sur 1 plus l'exponentielle de la combinaison linéaire, et en fait, on arrive à cette formule qu'on va retrouver un petit peu tout le temps, mais en fait, qu'on avait déjà vu en fait, dans la régression linéaire standard, c'était que la somme des YKI multipliée par YI moins une grandeur qui s'interprète ici comme la probabilité, mais qui est en fait l'espérance de ma variable YI. Okay, donc la somme des XK
indice i, donc pour l'individu i, donc je prends la variable k pour l'individu i, multiplié par la différence qu'on appelait un résidu auparavant, entre y et ce que j'espère, okay, va être égal à 0. Donc on obtient que pour tout cas, on a cette relation-là. Et c'est ça qu'on va essayer de résoudre. Donc il faut que pour tout cas, on ait cette relation-là qui soit vérifiée. La seule chose, c'est que si jamais ça nous donnait quelque chose de simple dans le cas du modèle linéaire, ici, ce n'est pas très simple, essentiellement parce que la fonction qui se trouve ici, la fonction p, elle n'est pas linéaire du tout. Et donc, pour résoudre ça, on a un petit problème, c'est qu'il va falloir passer par un algorithme numérique. Donc, la solution, c'est simple, c'est l'algorithme Newton. Okay, donc, l'idée de l'algorithme Newton, c'est simple, c'est de se dire, Newton se posait la question de est-ce que je peux trouver les valeurs x qui annulent une fonction. Donc c'est juste la recherche de racine d'une fonction. Donc, chez f de x égale 0. Comment je fais pour trouver... oups, j'ai l'impression que mes animations ne marchent pas. Bon, je vous laisserai voir sur les slides. Donc j'ai fait une petite animation où on partait d'une valeur qui se trouvait par ici. On calculait la pente. Okay, on allait chercher la valeur ici. On remontait ici, on recalculait la pente, et au fur et à mesure, comme ça, on convergeait vers les vraies valeurs. Voilà. Donc, on a cet algorithme qui permet de converger normalement vers le 0 de la fonction. Okay. Donc, en partant d'une valeur x0 et en updatant à chaque fois, en enlevant f de la valeur divisé par f' de la valeur. Okay. Dans ces cas-là, on a un algorithme qui converge vers la solution. D'accord. Donc, cet algorithme, en fait, il existe en dimension plus grande. Donc, si jamais j'ai une fonction, non pas en dimension 1, mais de RD dans RD, dans ces cas-là, je peux mettre à jour, avoir une formule de mise à jour qui sera de la forme suivante. Donc, je vais partir de la valeur que je prends en xk-1 et je vais diviser, entre guillemets, par la dérivée. D'accord. Donc, c'est ça qu'on va utiliser dans le cas qui nous intéresse, puisque nous, ce qu'on cherche à résoudre, c'est ça, c'est la dérivée de la vraisemblance est égale à 0. Okay, en sachant que la dérivée de la vraisemblance, elle est relativement simple, et je reviendrai un petit peu là-dessus. Donc, comment est-ce que je fais pour mettre en place l'algorithme de Newton? Encore une fois, c'est juste, je vais faire une mise à jour, donc c'est pas ici, c'est du β-j. Donc, la valeur de β-j, c'est la valeur que j'avais précédemment. Donc, j'ai mon f de xk-1, donc c'est la valeur de ma log vraisemblance à l'étape d'avant, que je vais diviser par la valeur de la dérivée. Mais la dérivée de la dérivée, c'est la dérivée seconde, et donc en l'occurrence, ici, c'est ma matrice hessienne. Donc j'ai ma matrice hessienne à la puissance moins 1, okay, donc l'inverse de ma matrice hessienne multipliée par mon gradient. Okay. Donc on a cette formule de mise à jour. Donc, maintenant, il va falloir quand même qu'on le fasse pour de vrai, parce qu'en fait, ces deux expressions, le gradient et la hessienne, ils ont des formes relativement simples dans le cas de la régression logistique. Donc le gradient, on l'avait calculé ici. Le gradient, il est ici. Okay, donc ça va être, à condition que je l'écrive sous une forme matricielle, j'ai ma dérivée de ma log vraisemblance par rapport à chacune des composantes. Okay. Et quand je le fais pour ma hessienne, je récupère cette forme-là. D'accord. Donc en fait, on récupère une forme assez simple sur la matrice hessienne, où on voit apparaître quelque chose qu'on avait un petit peu vu auparavant. Donc c'est quelque chose qui nous fait penser à du x transposé x. Okay. La seule chose, c'est qu'on a une matrice de poids qui intervient au milieu. D'accord. La matrice de poids, ça va être en gros les termes de variance, puisque le P1-P, on reconnaît ici une variance de mes Y. Okay. Donc ça sera formalisé là encore plus tard quand on fera des GLM. Mais là, ce qu'on a, c'est tout simplement ce petit problème très simple qui est une formule de mise à jour. Donc c'est la formule qui se trouve au milieu. Okay. Donc c'est mon βj qui sera égal à βj moins 1 moins ma hessienne, mais ma hessienne, elle a cette forme très simple qui est moins x transposé x avec au milieu une matrice de poids, d'accord, qui est juste une matrice diagonale en fait. Donc au niveau des calculs, c'est pas très compliqué. Que je vais multiplier par mon gradient, mais mon gradient il est là-haut. C'est encore une fois x transposé y moins la valeur espérée, qui est en l'occurrence la probabilité. Donc quand je le remplace, j'obtiens cette formule-là. Alors je suis désolé pour encore une fois des petits problèmes de notation. Ici, c'est ce que j'appelais P. Okay. On l'appellera mu par la suite, parce que ce sera la valeur moyenne et la valeur qu'on va utiliser comme prédiction pour notre variable Y. Et donc, je récupère très exactement cette formule-là. Le point important étant que à la fois P et oméga dépendent de bêta. D'accord. C'est que ma matrice de poids, encore une fois, c'était ma matrice diagonale avec du P1 moins P, mais les P dépendent des bêta.
D'accord? Donc, en fait, on a des bêtas partout dans cette équation, mais ce n'est pas très grave. Encore une fois, l'idée, c'est juste d'avoir un algorithme numérique. D'accord? Donc, j'ai mis des J+1, pardon, des J-1 partout où on avait les bêtas qui intervenaient. Donc, une fois que vous avez vos bêtas J-1, vous avez cette matrice-là, et vous avez ce vecteur de prévision. D'accord? Donc, on a cette formule de mise à jour qu'on peut mettre en œuvre, il n'y a aucun souci. On peut juste faire un tout petit peu mieux, parce qu'en fait, ce qu'on peut noter, c'est que si jamais je réécris ce bêta J-1, en fait, on peut le réintégrer dans la partie droite et on obtient cette forme-là. D'accord? Donc, si jamais je veux l'écrire, je peux obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et ça, eh ben, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est l'estimateur par moindre carré pondéré. Okay, c'est que je rappelle que l'estimateur par moindre carré, c'est juste un x transposé x moins 1, x transposé y. Alors, je vais mettre z pour garder mes notations. Ici, on va intégrer une matrice de poids ici. Alors, dans ces cas-là, c'est juste une régression pondérée. Okay, alors, c'est juste, je le fais un peu rapidement, mais c'est juste une matrice pondérée, régression pondérée dont les poids ne sont pas connus parce qu'ils dépendent de bêta. Donc, c'est pour ça qu'on garde cet algorithme itératif, mais c'est juste qu'en fait, à chaque étape, ce qu'on a, c'est juste une régression pondérée. Donc, c'est juste une régression d'une variable, alors qui est un peu particulière parce que ce n'est pas exactement y. Okay, c'est cette variable z, donc qui est un tout petit peu tordue, qui est juste ce qu'on avait dans une régression linéaire standard. Puis ici, on a quelque chose qui est y moins p, puis ce qu'on voit apparaître, c'est ce oméga moins 1. Donc oméga moins 1, encore une fois, c'était une matrice qui nous faisait penser à de la variance. Donc on retrouve quelque chose qui est du y moins p divisé par une variance. Anyway, on a deux solutions pour mettre en place l'algorithme. Soit j'utilise cette formule-là, qui est juste gradient Hessienne, j'update. Soit c'est de se dire, à chaque étape, je vais tout simplement faire des régressions pondérées. Voilà. Donc c'est comme ça que numériquement, l'algorithme va être mis en place. Je n'ai pas mis les sorties R complètes, mais encore une fois, faites une sortie GLM et vous verrez à la fin, tout en bas, marqué, il a fallu 7 étapes pour l'algorithme de Fisher pour converger. Alors, l'algorithme de Newton s'appelle l'algorithme de Fisher ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est un algorithme itératif qui est utilisé, contrairement au modèle linéaire où on avait une forme fermée pour nos estimateurs. Okay. Donc, on va mettre en place cet algorithme, et ce qu'on va dire, c'est à partir du moment où je ne bouge pas, dans ces cas-là, c'est que j'ai atteint l'optimum et je m'arrête. Voilà. Donc, on se fixe un critère d'arrêt epsilon. Si je mets la différence est petite, j'ai atteint mon maximum, qui est le maximum de ma vraisemblance. Okay. Et ce qu'on peut montrer, c'est que l'estimateur du maximum de vraisemblance, il converge, et là encore, il est asymptotiquement normal. Donc, encore une fois, maximum de vraisemblance, on a toutes les propriétés. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur cet algorithme, c'est qu'en fait, la matrice qui apparaît comme matrice de variance ici, c'est l'information de Fisher, mais en fait, l'information de Fisher, encore une fois, c'est une dérivée seconde de ma log vraisemblance. Mais ça, c'est exactement ce qu'on vient de calculer, c'est un peu de chose près la matrice hessienne. Donc, en fait, la matrice de variance asymptotique, mais en fait, je l'ai calculée dans mon étape, dans mon algorithme. Donc, c'est une des étapes, je calcule en fait ce oméga. À partir du moment où je calcule ce oméga, en faisant du x transposé oméga x, je récupère ma variance. Et donc, en fait, j'ai ma variance. Donc, en fait, on a à la fois l'estimateur, puis en plus, on a sa variance. Donc, en gros, si vous pensez à votre sortie de régression, où on a les bêta chapeaux, ensuite, on avait la standard deviation des bêta chapeaux, et ensuite, on a notre thèse de significativité, et ensuite, donc, la p-value. Okay. Dans ces cas-là, on a déjà récupéré les deux premières parties du tableau. La dernière, c'est juste un ratio. Ensuite, c'est juste une p-value. Enfin, en fait, on a récupéré toute la sortie de la régression ici. Voilà. Donc, on a quasiment tout fait. On est capable de comprendre ce qui se cache quand on lance la fonction GLM sous R, quand on est en régression logistique. C'est juste cet algorithme itératif. On part de n'importe quelle valeur, et la valeur initiale, vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous pouvez prendre une régression linéaire standard. Et c'est juste qu'on va mettre à jour les poids. Mettre à jour les poids vous donne une nouvelle estimation et vous convergez au final vers cette valeur-là. Okay. Donc, je voulais juste programmer ici pour que vous voyez un peu comment ça marche. Mais donc, je vous l'ai fait dans un premier temps avec ce gradient et cette hessienne. Donc, tout ce que j'essaie de comprendre, c'est juste, est-ce que je peux expliquer, en l'occurrence, ma base de données, ce que je vais, c'est expliquer le fait qu'on ait survécu. Okay. Donc, ça, c'est ma variable y. Et dans mes variables x, j'ai une variable avec que des 1. Ensuite, est-ce que j'ai des hommes? Donc, l'indicatrice d'avoir des hommes, indicatrice d'être dans la classe 2, et indicatrice d'être dans la classe 3, et la variable âge. Okay, donc, je régresse sur une première variable qui est la variable de sexe. J'ai mes deux variables suivantes qui sont mes variables de classe. Donc, est-ce que c'était des passagers de première, deuxième ou troisième classe? Et ma variable d'âge. Okay, donc là, je vais faire une régression sur 3 variables. Okay, 2 variables factorielles.
une qui prend une seule modalité, une qui prend 3 modalités. Okay. Bah, la première en prend 2 puisque c'est homme ou femme, mais qu'on va convertir en est-ce que c'est un homme. Okay. Dans le deuxième cas, je vais récupérer, j'ai 3 classes. Encore une fois, il y a une classe qui passera en référence, qui va être ma classe 1. Okay. Et j'ai ma variable d'âge. Donc je récupère ma régression sur 3 classes et je mets ma variable, mon indicatrice au tout début. Okay. Donc j'ai mon vecteur de Y. J'ai ma matrice X, bah dans ces cas-là, c'est facile. Je pars d'un bêta 0, qui est mon initialisation de mon algorithme. En l'occurrence, je fais une régression linéaire, et ensuite, j'ai un algorithme que j'itère uniquement 7 fois. Donc, encore une fois, c'est une convergence très, très, très rapide. Première étape, je calcule ce qu'on va appeler état par la suite. Donc, c'est tout simplement X transposé bêta. Une fois que j'ai ça, je récupère mon P chapeau. Donc, c'est-à-dire mon P qui est l'exponentielle de ma combinaison linéaire sur 1 plus l'exponentielle de ma combinaison linéaire. Une fois que je l'ai, je récupère ma matrice oméga. Et une fois que je l'ai, je calcule le gradient de ma log vraisemblance et je calcule la Hessienne de ma log vraisemblance. Et je fais tout simplement une mise à jour en disant que je prends la valeur précédente moins l'inverse de la Hessienne multiplié par mon gradient. Okay. Et j'itère ça 7 fois. Okay. Et donc, si jamais je le fais, ce qu'on obtient, c'est les valeurs initiales qui étaient les valeurs obtenues dans le cadre d'une régression linéaire, qui n'a pas de sens. Encore une fois, c'était mon tout premier slide où je vous dis, je ne vais pas faire une régression juste sur mes variables explicatives pour prédire une proba. Okay. Je vais juste mettre à jour avec des poids. Et ce qu'on voit, c'est qu'assez vite, on converge vers cette valeur-là. Enfin, on voit qu'au bout de 5 étapes, quasiment, on a convergé. Alors, ici, je m'arrête à 10-3, mais de mémoire, le critère d'arrêt est à 10-5 ou 10-6 sous R. Donc, on a ces valeurs-là. Et ce qui est un peu plus intéressant, c'est encore une fois que je récupère ma matrice hessienne. Okay. Donc, en l'occurrence, ce que je récupère ici, c'est moins l'inverse de ma hessienne. Et cette chose-là, c'est tout simplement la variance asymptotique de mon bêta chapeau. D'accord. Donc, sur les termes diagonaux, ce qu'on va récupérer ici, c'est les standard deviation, en prenant la racine carrée, ça va être les standard deviation de mes coefficients. Okay. Donc, la première algorithme, c'est juste de passer par ce gradient et cette hessienne. L'autre possibilité, c'est de faire des moindres carrés pondérés itérés. Okay. Donc là, comment ça marche? Toujours pareil, j'ai besoin de calculer mon P. Donc mon P, je le passais via mon coefficient état qui était mon X transposé bêta. Okay. Une fois que j'ai mon P, je récupérais mon oméga. Et ensuite, ce que je disais, c'était je créais ma variable Z. Et ensuite, je faisais une régression de Z sur mes variables X, okay, avec des poids, qui sont ces poids qui sont les termes diagonaux de ma matrice oméga. Et je mettais ça à jour. Et en fait, si jamais vous le faites, en fait, c'est très exactement les mêmes valeurs que celles qu'on avait auparavant. On partait des mêmes valeurs initiales, on arrive sur les mêmes valeurs finales, on a la même matrice de variance covariance à la fin. Okay, donc en fait, les deux algorithmes sont équivalents. Soit vous retenez qu'on fait juste SIN gradient, soit vous retenez qu'en fait, derrière se cachent des moindres carrés. Okay. Propriété intéressante, on est sur on est sur des estimateurs qui sont gaussiens. D'accord. Donc, c'était ma propriété que j'évoquais juste avant, c'est que bêta chapeau, on sait que ça va tendre vers des lois normales. Alors, on peut le vérifier. Alors, comment je le vérifie? Je vais le vérifier par bootstrap. Okay. Encore une fois, les propriétés théoriques, ça ne peut pas se vérifier. Okay. L'estimateur du maximum de vraisemblance tend vers une loi normale. Voilà, ça se démontre mathématiquement, mais ça ne s'observe pas. Pour pouvoir l'observer, il faudrait pouvoir avoir d'autres échantillons. C'est ce qu'on fait en faisant du rééchantillonnage. Donc, ce que je vais m'amuser à faire, c'est tout simplement refaire ma régression plein de fois en recréant des données. D'accord. Donc, ce que je vais juste faire, c'est ce qui est marqué ici, c'est que je retire des individus. Donc, je vais faire des tirages avec remise parmi mes n individus. Une fois que j'ai fait mes tirages d'individus, je vais faire ma régression. Donc, je vais tout simplement calculer mon GLM et je récupère les bêtas et je vais tout stocker dans cette matrice bêta. Et ce que je me demande, c'est est-ce que les bêtas que je calcule, est-ce qu'ils sont gaussiens, ce genre de propriétés. Donc, ce qu'on peut voir, c'est les graphes qui sont là. D'accord. Donc, ici, j'ai la valeur de mon bêta chapeau 1, qui était la variable associée au genre, donc la variable du sexe homme. Okay. Donc, en l'occurrence, on a une valeur qui est négative, okay, qui est à peu près à moins 2,5, mais ce qu'on voit, c'est que elle est en gros compris entre moins 2 et moins 3. Okay. Donc, on a une certaine dispersion sur notre estimateur, et c'est ça que ça me dit, c'est que si jamais j'avais une autre base, j'aurais une certaine variabilité, mais ce qu'on observe, c'est que c'est en gros gaussien. J'ai pareil sur la classe numéro 3, j'ai pareil pour l'âge. D'accord. Donc, on retrouve que marginalement, mes estimateurs bêta chapeau K, ils tendent vers une loi normale. Okay. Donc, ça, c'est la première propriété. Mais ce qu'on a, c'est plus fort que ça. C'est qu'on a que le vecteur bêta chapeau, il est gaussien. Et ça, on l'observe en regardant les lois jointes. Donc, ce que je m'amuse à faire, c'est juste regarder mes bêta chapeaux associés à la variable classe numéro 3. Donc, ça va être la variable numéro 4 de mémoire. Et ici, c'est la variable numéro 5.
Donc, je regarde sur tous mes observations, tous mes échantillons, toutes les valeurs que j'ai pu avoir, et ce qu'on observe, c'est que ça ressemble vraiment à une loi normale. D'accord? Mais la théorie nous dit que c'est normal, donc on ne devrait pas être surpris. D'accord? Mais on peut l'observer, là encore, juste sur des propriétés de rééchantillonnage. Donc ça, c'est les propriétés sur le bêta-chapeau. Mais assez souvent, on va vouloir mieux. C'est qu'on ne veut pas des propriétés sur les bêta-chapeaux. Ce qui nous intéresse, c'est les probas. C'est les prévisions. D'accord? Donc en fait, on peut faire la même chose. Donc on peut récupérer des prévisions. D'accord? Donc les prévisions, c'est quoi? C'est si jamais je vous donne des x, dans ces cas-là, ma prévision, ce sera un p-chapeau qui sera cette exponentielle de x transposé bêta-chapeau. 1 plus l'exponentielle de x transposé bêta-chapeau. Okay. J'avais obtenu des intervalles de confiance sur bêta-chapeau, et en fait, je peux récupérer, mieux que ça, en fait, je peux récupérer des intervalles de confiance sur ma probabilité. Okay, donc c'est ce qui est fait ici. Donc ici, je vous avais donné deux passagers un petit peu fictifs, donc un monsieur et une dame. Okay, et je me demandais si mon modèle, donc en faisant un prédict sur ma variable, sur mon modèle de régression pour ces nouvelles données, et je lui demande de me rajouter des intervalles de confiance. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas tout à fait un intervalle de confiance, c'est l'écart type de mes estimateurs. Ben, je récupère ma prévision qui se trouve ici. Donc, par exemple, pour le premier passager, donc la dame, Miss Kate Winsley, qui était une dame qui voyageait en première classe, donc qui avait 95% de survie. Okay, ce qu'on voit, c'est que l'écart type associé il est relativement faible. Donc ça, je peux le calculer. Alors, on reviendra plus tard sur comment ça se calcule, mais ce qu'on peut voir, c'est que je peux le faire encore là par Bootstrap. Donc, je peux m'amuser à créer d'autres échantillons et voir quelles auraient été les probabilités de survie de cette petite dame. Okay. Donc là, j'ai la probabilité de survie sur la dame à gauche, sur le monsieur à droite. Okay. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, c'est gaussien. Alors, on est un petit peu borné quand même par cette valeur 1 à gauche, donc ce n'est pas exactement gaussien. Enfin, mais en tout cas, ça s'y approche pas mal. Donc en fait, on obtient une propriété sur laquelle on reviendra par la suite, qui est que non seulement mes estimateurs sont gaussiens, mais en plus, les prédictions que je vais avoir sont elles aussi gaussiennes. Okay. Donc on va avoir pas mal de propriétés, pas seulement sur les bêtas, mais en plus sur les prévisions qu'on va vouloir faire. Okay. Donc ça, ce qui se cache derrière, alors, il y a plusieurs choses qui vont se cacher derrière. Je parlerai en particulier de la notion de profile likelihood plus tard, mais si jamais vous voulez comprendre comment est-ce que je pars d'un intervalle de confiance sur mon bêta à autre chose, il faut savoir qu'on peut, via la delta méthode, récupérer des propriétés de normalité asymptotique. Donc si jamais vous avez cette normalité asymptotique de mon bêta chapeau, ce que vous pouvez montrer, c'est que quand vous avez une certaine transformation, H, dans ces cas-là, on récupère la normalité de mon estimateur H de bêta chapeau. Donc en l'occurrence, ça peut marcher sur une probabilité. Voilà, bon, je pense que j'ai fini pour cette partie-là et on se retrouve la prochaine fois pour continuer sur cette régression logistique. À bientôt.